Écoutez, je comprends parfaitement comment tout ça doit vous paraître, vraiment. Une femme hérite d'une propriété et se met soudain à parler d'un Bigfoot qui vivrait dans les bois. Vous vous dites probablement que j'essaie d'attirer les touristes, que je prévois d'écrire un livre à sensation pour profiter de cette fièvre pour les créatures mystérieuses, ou encore de monter une sorte d'attraction touristique en bord de route où les gens paieraient pour entendre des histoires inventées. Mais ce n'est absolument pas le cas, même de très loin. J'ai délibérément gardé cette information entièrement privée ces 14 dernières années, précisément parce que je ne voulais pas que des curieux, des enquêteurs amateurs et des équipes de télévision viennent piétiner les lieux, détruisant par leur simple présence et leur indiscrétion ce qui a été soigneusement protégé pendant des décennies. La seule raison pour laquelle je partage enfin tout cela, c'est que j'approche de la cinquantaine et que la réalité de ma propre mortalité a commencé à me peser d'une manière nouvelle, une manière que je n'aurais pas pu anticiper plus jeune quand je me sentais invincible. J'en suis venu à croire que quelqu'un d'autre doit être au courant de cette situation, doit comprendre ce qui se passe réellement ici, dans ces montagnes, avant que je ne disparaisse et que ce savoir ne meure avec moi. Avant que cette chose extraordinaire ne soit perdue parce que j'aurais échoué à transmettre ce que j'ai appris et vécu. Que vous choisissiez de croire ce que je vous raconte est une décision qui vous appartient entièrement, et je la respecte totalement. Je ne cherche pas à convaincre les sceptiques, à changer la vision du monde de qui que ce soit, ou à gagner des débats avec des gens qui ont déjà décidé que des créatures comme celle-ci ne peuvent tout simplement pas exister. Je ne fais que documenter la vérité de mon expérience, exactement comme elle s'est produite et continue de se produire, créant ainsi un témoignage qui pourrait aider quelqu'un à l'avenir, quelqu'un qui pourrait se retrouver dans une situation similaire, quelqu'un qui pourrait hériter de cette responsabilité lorsque je ne serai plus en mesure de l'assumer. Ceci est un témoignage, pas un divertissement. C'est la vérité, pas une fiction conçue pour faire de l'effet. Quand ma tante Catherine est décédée au début de l'automne 2010, je me suis retrouvé, contre toute attente, héritière de l'intégralité de ses biens qui consistaient en 420 acres de terre montagneuse densément boisée dans la région des Appalaches, dans l'ouest de la Virginie, non loin de la frontière avec la Virginie occidentale, là où les montagnes anciennes s'élèvent abruptement depuis les vallées. L'appel est venu de son avocat, un homme que je n'avais jamais rencontré, un mardi après-midi, alors que j'étais assise dans mon box, le regard perdu sur des tableurs qui me semblaient vides de sens. « Votre tante Catherine est décédée, m'a-t-il dit, et vous êtes l'unique héritière de ses biens. Je connaissais à peine ma tante. Je l'avais vue peut-être 5 fois dans toute ma vie, lors de réunions de famille auxquelles elle assistait à contre-cœur, semblant toujours mal à l'aise dans ces contextes, partant toujours tôt avec de vagues excuses. Elle était la sœur cadette de mon père, et ils n'avaient jamais été proches depuis qu'elle avait déménagé dans les montagnes, au milieu des années 70, après son divorce. La famille l'avait plus ou moins cataloguée comme une excentrique, l'original qui avait choisi l'isolement plutôt qu'une vie normale, qui avait rejeté la réussite et la stabilité conventionnelle pour une raison incompréhensible que personne ne comprenait. Ma tante avait vécu seule sur cette propriété pendant près de 35 ans, s'aventurant rarement dans la petite ville située à une quinzaine de miles, sauf en cas d'absolue nécessité pour acheter les provisions qu'elle ne pouvait produire elle-même. Les habitants la considéraient au mieux comme une originale, au pire comme une personne mentalement instable, une de ces ermites des montagnes qui avait rejeté la société. Mais la vérité, que je ne comprendrais que bien plus tard, était qu'elle chérissait simplement son intimité par-dessus tout. Elle avait trouvé quelque chose dans ces montagnes, quelque chose qui rendait la société humaine conventionnelle fade et dénuée de sens en comparaison. Elle m'a tout légué dans un testament méticuleusement préparé de 15 pages qui détaillait chaque aspect du transfert de propriété ainsi que la modeste cabane qu'elle avait construite de ses propres mains. Il comprenait une lettre manuscrite qui ne contenait qu'une seule phrase d'instruction que j'ai d'abord prise pour une divagation philosophique sans importance.
La phrase disait « Laissez à la montagne le temps de vous accepter et honorez ce que vous y trouverez. » Au moment où j'ai reçu ce message cryptique, assise dans le bureau de l'avocat, je n'avais absolument aucune grille de lecture pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Je supposais qu'elle parlait métaphoriquement de l'adaptation à la vie rurale. Je n'imaginais certainement pas qu'elle me donnait une instruction littérale concernant quelque chose d'extraordinaire vivant sur cette propriété. J'avais 34 ans à l'époque, piégé dans un poste administratif abrutissant dans les bureaux d'une grande entreprise à Richmond, passant 50 heures par semaine dans un box beige sous la lumière crue des néons qui me donnait de la migraine, accomplissant des tâches qui me semblaient totalement futiles. Je traitais des papiers, assistais à des réunions et rédigeais des rapports que personne ne lisait. Le travail était abrutissant de monotonie et destructeur par son absurdité. Je me réveillais chaque matin avec un sentiment d'angoisse. La perspective de faire cela pendant encore 30 ans jusqu'à la retraite me semblait être une condamnation à la prison. La perspective de posséder toutes ces terres de montagne représentait une possibilité d'évasion qui me semblait presque miraculeuse, une occasion de recommencer complètement ma vie. C'était comme si une porte s'était ouverte dans un mur que je fixais depuis des années. Une issue à un piège dans lequel j'étais tombé sans vraiment réaliser ce à quoi je renonçais. Une évasion des néons, des tableurs et de cette anxiété de fond constante qui était devenue mon état normal. J'ai donné ma démission dans les 3 semaines qui ont suivi la réception des papiers de l'héritage. Mon supérieur a semblé déconcerté, m'a offert une augmentation et une promotion. J'ai poliment décliné et j'ai travaillé mes derniers jours en vidant mon bureau. Mes collègues me traitaient comme si je faisais une terrible erreur, abandonnant la sécurité de l'emploi et les avantages sociaux pour une sorte de fantasme romantique. Ils m'ont mis en garde contre l'isolement, l'ennui et les dures réalités de la vie sans les commodités modernes. Je souriais, hochais la tête et n'essayais pas d'expliquer que ces commodités me semblaient être des chaînes, que l'isolement me semblait être le paradis. J'ai méthodiquement emballé tout ce qui comptait dans mon petit 2 pièces, ce qui au final s'est avéré étonnamment peu. J'ai vendu ou donné la plupart de mes affaires, ne gardant que l'essentiel, des livres, du matériel de camping et des outils. J'ai dit au revoir aux quelques amis que j'avais réussi à garder, des relations qui me semblaient superficielles. Et puis, j'ai tout chargé dans mon vieux pick-up Toyota et j'ai roulé vers l'ouest, dans les montagnes, pour commencer ce que serait ce nouveau chapitre de mon existence, quittant Richmond avec un sentiment de libération si intense qu'il en était presque effrayant. L'adaptation a été considérablement plus difficile que je ne l'avais naïvement prévu. Il n'y avait aucune connexion Internet, le service de téléphonie mobile était au mieux peu fiable, et mon plus proche voisin vivait à environ 12 miles, au bout d'un chemin de terre défoncé. Mais je me suis surprise à apprécier le silence profond d'une manière que je n'avais pas anticipée. La cabane que ma tante avait construite était petite mais remarquablement bien faite. Elle comprenait une chambre avec une fenêtre orientée à l'est pour capter la lumière du matin, un coin cuisine équipé d'un poêle à bois et un petit évier relié à une pompe manuelle qui puisait l'eau d'une source. L'espace de vie était centré autour d'une cheminée en pierre qu'elle avait bâtie avec des roches ramassées sur la propriété, le savoir-faire évident dans la façon dont les pierres s'emboîtaient parfaitement. Un porche couvert offrait une vue imprenable sur les crêtes boisées s'étendant dans toutes les directions. Elle avait tout construit en utilisant du bois récolté sur ses propres terres, coupant et sciant le bois elle-même avec du matériel qui se trouvait encore dans un petit hangar. Les murs intérieurs étaient tapissés d'étagères contenant des centaines de livres et de nombreux journaux remplis de ses observations manuscrites sur les conditions météorologiques, le comportement des animaux et la phénologie des plantes.
J'ai passé des heures à lire ces journaux, apprenant de ces notes détaillées. Il n'y avait ni télévision, ni ordinateur, ni connexion au flux constant d'informations numériques. Juste la forêt, les montagnes, le ruisseau et un silence si complet qu'il m'a d'abord semblé oppressant, jusqu'à ce que j'apprenne à entendre les sons subtils qui le remplissaient. Il était plein du vent dans les arbres, des chants d'oiseaux, des stridulations d'insectes et du murmure lointain de l'eau sur les rochers. Pendant mes premiers mois, j'ai consacré la plupart de mon énergie à l'entretien de base et à l'exploration des terres. Je passais des journées entières à marcher dans la forêt, essayant de comprendre ce qui avait tant captivé ma tante. La forêt était dominée par des chênes, des carriers et des tulipiers de Virginie matures. Les cerfs de Virginie étaient abondants. Des dindons sauvages se déplaçaient en grands groupes sur la propriété. Des ours noirs étaient présents, mais évitaient généralement les rencontres directes. La propriété recelait des caractéristiques naturelles remarquables, un ruisseau alimenté par une source, des arbres centenaires, des prairies de fleurs sauvages et des affleurements, rocheuses offrant des vues panoramiques spectaculaires. Le ciel nocturne, non pollué par la lumière, révélait la Voie lactée avec des détails stupéfiants. J'ai commencé à remarquer des événements inhabituels vers le début de mon 4e mois. Je découvrais des cairns, des monticules de pierre soigneusement empilés près de la rive du ruisseau, parfois 4 ou 5 roches en équilibre impossible les unes sur les autres. Puis, j'ai commencé à trouver des arrangements de branches cassées qui apparaissaient du jour au lendemain, des branches délibérément pliées et tressées pour former des motifs distincts en forme de X ou des structures arquées, parfois à 2 ou 3 mètres de hauteur dans les arbres. Celles-ci avaient été manipulées délibérément, avec une force considérable, par quelque chose capable d'atteindre une grande hauteur et d'entrelacer des branches vivantes. J'ai aussi découvert des empreintes qui ne correspondaient à aucune espèce animale que je pouvais identifier. C'étaient d'énormes marques dans la boue molle, mesurant au moins 43 cm de long et montrant 5 marques d'orteils distinctes. Elles étaient bien trop grandes pour être des empreintes d'ours noirs et leur forme était complètement différente. Quand j'ai trouvé une série de ces empreintes, la longueur de la foulée suggérait quelque chose qui marchait debout, avec une démarche qui couvrait beaucoup plus de terrain que mes propres pas. Un matin de la mi-septembre, je me suis réveillé pour trouver une partie de la carcasse d'un cerf placée juste devant la porte de la cabane. C'était le quartier arrière, relativement frais. La chair avait été arrachée de l'os plutôt que coupée avec une lame quelconque. Ma première pensée a été qu'un ours avait dû laisser ça, mais cette explication s'est vite dissipée. Les ours ne laissent pas de nourriture derrière eux sans la manger. Et cela n'avait pas été lâché ou traîné, c'était délibérément placé, positionné avec une intentionnalité claire. C'était un cadeau, une offrande, ce qui impliquait une pensée et un but conscient. J'ai ressenti une peur authentique à ce moment-là. J'ai récupéré le fusil que ma tante gardait dans la cabane et je suis resté assise sur le porche pendant plus d'1 heure, scrutant la lisière de la forêt. Rien ne bougeait. J'ai pensé à appeler quelqu'un, mais qu'aurais-je pu signaler exactement? Au bureau du shérif, que quelque chose avait laissé de la viande sur mon porche. Ils auraient pensé que je faisais une sorte de crise psychologique. J'ai emballé la viande de cerf dans des sacs en plastique et je l'ai mise au congélateur. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, mais rien d'inhabituel ne s'est produit. Environ 10 jours plus tard, la même chose s'est reproduite. Cette fois, l'offrande était un lapin, déjà dépouillé et vidé, positionné exactement au même endroit. Ma peur avait diminué, remplacée par une curiosité intense. Quelle que soit l'entité qui laissait ces offrandes, elle n'essayait clairement pas de m'effrayer. Si l'intention avait été de me nuire, les occasions n'auraient pas manqué. Au lieu d'un comportement menaçant, je recevais de la nourriture. J'ai pris une décision qui me semblait à la fois intuitive et légèrement absurde. J'allais rendre la pareille, j'ai choisi plusieurs pommes, je me suis approché de la lisière de la clairière et je les ai soigneusement disposées sur un rocher plat. Puis je suis retourné à la cabane
et je me suis posté à la fenêtre pour observer. Rien ne s'est passé pendant des heures. Finalement, j'ai abandonné et je suis allé me coucher. Quand je suis sorti le lendemain matin, les pommes avaient disparu. À leur place se trouvait un arrangement soigné de fruits de pawpaw sauvages. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était une communication sans équivoque, la preuve d'une intelligence et d'une intention. Le contrat social de l'échange. Quelque chose dans ces montagnes cherchait consciemment à entrer en contact avec moi. J'ai maintenu ce schéma d'échange au cours des semaines et des mois suivants. Tous les quelques jours, je laissais quelque chose sur ce rocher, des fruits, des noix, du pain. Et chaque fois, ce que je laissais était pris et quelque chose était laissé à sa place. D'autres fruits sauvages, des pommes de pin inhabituelles, un nid d'oiseaux, une collection de galets lisses. Ces échanges sont devenus un rituel qui structurait mes journées, me faisant me sentir moins seul. Je n'étais plus seul sur cette montagne. La nuit où j'ai finalement vu la créature elle-même, c'était fin octobre. J'étais assise sur le porche après le dîner, enveloppée dans une lourde couverture de laine contre l'air frais de l'automne. La forêt était calme, juste les bruits habituels des hiboux et des grillons. Puis j'ai entendu quelque chose bouger à travers les arbres, quelque chose qui ne faisait aucune tentative pour être discret. Des branches craquaient audiblement sous un poids considérable. Des pas lourds créaient des vibrations que je pouvais sentir à travers les planches du porche, des impacts rythmés qui suggéraient quelque chose de grand et de bipède. Mon cœur s'est emballé. Je me suis levé lentement, cherchant instinctivement le fusil, mais quelque chose m'a arrêté. Une sorte d'intuition me disait que montrer une arme serait la mauvaise réaction. Ma main a lâché le fusil et je suis resté là, les mains vides, à attendre. Les pas se sont arrêtés à la lisière de la clairière, à peut-être une vingtaine de mètres. Je pouvais distinguer une forme dans l'obscurité, grande et large, une silhouette se découpant sur le fond, à peine moins sombre. La forme était massive, mesurant au moins 2,50 m ou 2,70 m. Les épaules étaient plus larges que celles de n'importe quel humain, suggérant une force immense. C'était une créature bipède, quelque chose qui appartenait à la mythologie. Nous sommes restés dans ce tableau figé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Moi immobile sur le porche, la forme immobile à la lisière de la forêt. Puis la forme a déplacé son poids et a émis un son qui a tout changé. La vocalise n'était ni agressive ni menaçante. C'était un son grave, complexe et modulé, presque comme des mots dans une langue que je ne connaissais pas. Le son transmettait un mélange de curiosité et de prudence. Ma peur a commencé à se dissiper, remplacée par une curiosité intense et un étrange sentiment de privilège. C'était la source des cadeaux, le créateur des empilements de pierres et des arrangements de branches. C'était l'être qui avait partagé cette montagne avec ma tante pendant des décennies et qui m'offrait maintenant cette même acceptation hésitante. C'était Bigfoot, Sasquatch, quel que soit le nom que les gens utilisaient. Sauf que ce n'était pas de la mythologie. Il se tenait là, devant moi, absolument réel. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai simplement levé une main, lentement, en signe de paix. La forme est restée immobile pendant plusieurs secondes de plus, puis j'ai vu ce qui aurait pu être son bras se lever dans un geste similaire. Puis elle s'est retournée et est repartie dans la forêt. Et en quelques instants, le bruit de son passage s'est estompé, me laissant seule sur le porche, tremblante d'adrénaline et d'émerveillement. J'ai à peine dormi cette nuit-là, me repassant ces instants en boucle, me demandant si je les avais imaginés. Mais les preuves étaient trop substantielles. Ma tante savait, ai-je réalisé avec une clarté soudaine. Cette note énigmatique, honorez ce que vous y trouverez. Elle avait essayé de communiquer exactement cette situation. Elle avait vécu ici avec cette créature pendant plus de 30 ans. Et maintenant, celle-ci tentait de m'accorder la même acceptation. Le schéma de notre interaction a évolué progressivement au fil des mois et des années qui ont suivi. J'ai continué à laisser des cadeaux et la créature, que j'ai commencé à considérer comme une femelle, a continué à rendre l'appareil.
Les cadeaux qu'elle laissait ont évolué pour inclure des choses qui semblaient choisies spécifiquement pour moi. Des roches intéressantes avec des empreintes de fossiles, des plumes d'oiseaux rares, un bois de cerf parfaitement symétrique. J'ai commencé à la voir plus fréquemment, bien que toujours à distance. Elle apparaissait à la lisière de la clairière au petit matin ou au crépuscule. Elle ne s'approchait jamais à moins de 15 mètres. Elle était énorme, mesurant probablement 2,60 m, couverte d'une fourrure brun-roux foncé. Son visage, lorsque je l'entrevoyais parfois sous une meilleure lumière, était à la fois humain et non humain, avec une arcade sourcilière proéminente et un nez large et plat, mais des yeux qui transmettaient une intelligence et une émotion indéniables. Un incident en particulier a consolidé notre relation. C'était mon 2e printemps sur la propriété et j'étais à plusieurs miles de la cabane en train de dégager un sentier, ne prêtant pas suffisamment attention à mon environnement. Un ours noir, un mâle adulte de plus de 130 kilos, a émergé du sous-bois à environ 6 mètres de moi. C'était le printemps, la saison des amours, et les ours mâles sont souvent plus agressifs. Celui-ci s'est dressé sur ses pattes arrière, une démonstration de dominance évidente, et a émis un grognement qui communiquait son agressivité. Je me suis figé, mais l'ours ne reculait pas. Il est retombé à 4 pattes et a fait plusieurs pas délibérés vers moi. Ses oreilles étaient en arrière, sa gueule légèrement ouverte, montrant ses dents. J'ai réalisé avec une terreur glaciale que cela pourrait dégénérer en attaque. Je n'avais aucune arme avec moi. Avant que je puisse décider d'une quelconque réaction, quelque chose de massif a déferlé à travers la forêt sur ma droite, avec une vitesse et une puissance choquantes. Le Bigfoot est apparu, se déplaçant plus vite que je ne l'aurais cru possible, et s'est positionné entre moi et l'ours. Elle a mis son corps directement sur la trajectoire de la menace. Elle a poussé une vocalise qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Un rugissement si puissant et si primal que je l'ai senti résonner dans ma poitrine. La réaction de l'ours a été immédiate et absolue. Il a reculé instantanément, se retirant dans le sous-bois en soumission évidente. Le Bigfoot est resté dans sa posture protectrice un instant de plus, puis s'est tourné pour me regarder. Nos regards se sont croisés directement pour la première fois. Ses yeux étaient d'un brun foncé, avec une profondeur et une intelligence surprenantes. Elle a soutenu mon regard pendant plusieurs secondes et j'ai compris qu'elle vérifiait si j'allais bien. J'ai hoché la tête, ce qui a semblé la satisfaire, et elle s'est retournée et est repartie dans la forêt, me laissant tremblante d'adrénaline et de gratitude. Cet incident a tout changé, transformant notre relation de coexistence prudente en un véritable soin et une protection mutuelle. Elle était intervenue pour me sauver la vie. Au fil des ans, notre relation s'est approfondie. J'ai appris à interpréter les différents sons qu'elle produisait. Un ululement ascendant particulier signifiait qu'elle était à proximité. Un grognement plus grave semblait indiquer le contentement. Un son sec, semblable à un aboiement, servait d'avertissement. J'ai développé mon propre répertoire de sons et de gestes qu'elle semblait comprendre. L'hiver était particulièrement significatif. Mon 2e hiver a apporté une violente tempête qui a déversé plus d'1 mètre de neige. La 3e nuit, j'ai entendu des pas lourds sur le porche. J'ai regardé dehors pour voir le Bigfoot debout, couvert de neige, vérifiant l'état de la cabane. Quand elle m'a vu à la fenêtre, elle a émis ce grognement de reconnaissance puis a disparu dans le blizzard. Après la tempête, j'ai découvert qu'elle avait déblayé la neige autour de la porte du bûcher et cassé la glace sur la source qui alimentait mon approvisionnement en eau. Les gens me demandent parfois, lors de mes rares visites en ville, comment je gère la vie seule si je ne me sens pas seul. Je leur réponds que j'apprécie la solitude, ce qui est vrai mais incomplet. Je ne mentionne pas que je ne suis pas réellement seul, que la solitude n'est pas possible lorsque vous êtes en relation avec un autre être conscient qui fait preuve d'une attention constante. Je n'ai parlé de cela à personne. La tentation de rassembler des preuves et de prouver au monde que ces créatures sont réelles a parfois été forte.
Mais je comprends ce qui se passerait. Les chercheurs déferleraient sur cet endroit. Le Bigfoot serait chassé, son habitat détruit. Ou pire, quelqu'un essaierait de le capturer. Je ne serais pas responsable de cela. Je ne trahirai pas la confiance qu'elle a placée en moi. Ma tante avait compris cela. Elle a vécu ici pendant 35 ans en maintenant ce même secret. Elle m'a transmis cette responsabilité et j'ai consacré ma vie à honorer cette confiance. J'ai vu le Bigfoot hier soir. Elle est apparue à la lisière de la clairière, juste au coucher du soleil. Nous avons une routine. Je m'assois sur les marches du porche, elle se tient à la lisière des arbres et nous passons du temps ensemble dans un silence confortable. Hier soir, elle est restée près d'1 heure. La lune s'est levée, presque pleine, et je pouvais la voir clairement. À un moment, elle a poussé ce grognement doux qui exprime le contentement et je lui ai répondu par un son similaire. Finalement, elle s'est retournée et a gravi la pente sans se presser. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis je suis rentré pensant à quel point toute cette situation est extraordinaire, improbable et précieuse. C'est ma vie maintenant et je ne l'échangerai pour rien au monde. Mes journées sont consacrées à l'entretien de la propriété, à m'occuper de mon jardin, à lire et à parcourir les sentiers. Mes soirées se passent souvent sur le porche, parfois seul, parfois en compagnie d'une créature qui ne devrait pas exister mais qui existe. C'est une belle vie, une vie pleine de sens. Je pense que ma tante savait que cela arriverait. Je pense qu'elle a reconnu en moi quelque chose qui suggérait que je pouvais assumer cette responsabilité. Elle transmettait bien plus qu'un bien immobilier. Elle transmettait un héritage de protection et de soins, une confiance sacrée. J'espère que je pourrai faire de même quand mon heure viendra. J'espère que je pourrai identifier quelqu'un digne d'hériter de cet endroit, quelqu'un qui poursuivra le travail que ma tante a commencé et que j'ai maintenu. C'est ce qui compte le plus. Pas de prouver aux sceptiques que ces créatures sont réelles. Ce qui importe, c'est la protection, la préservation, s'assurer que ce Bigfoot en particulier puisse et continuer à exister sans interférence humaine. Alors si vous entendez ou lisez ceci et que vous pensez que je suis folle, cela m'est égal. J'ai choisi cette vie délibérément. Le Bigfoot est réel. Il vit sur cette propriété. Il est pacifique, intelligent et digne de protection. C'est la vérité, que quiconque y croit ou non. Et je vais passer les années qu'il me reste à vivre à m'assurer qu'il reste en sécurité, caché, libre. C'est ma promesse à ma tante, à cette terre et au Bigfoot lui-même. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir jusqu'au jour de ma mort.